Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Quantique Planète sur Immedia avec notre invité Stone Garden Teapot pour ce livre Humo l'avertissement. C'est aux éditions Atlante, Atlante avec un S. Et dans cette deuxième partie, eh bien déjà un petit récapitulatif. Donc, pour les humites, il n'existe pas un seul univers, mais un ensemble d'univers, un multi-univers. Au même titre qu'un livre est un ensemble de pages, un multipage, dont chaque élément, chaque page, a deux faces. Les humites empruntent parfois l'autre face de notre univers, c'est-à-dire notre univers jumeau, pour effectuer leur voyage intergalactique. Intragalactique, devrais-je dire plutôt. Le terme jumeau ne veut pas dire qu'il existe une antiterre jumelle dans notre univers jumeau. Cet univers jumeau est différent. Le nombre d'univers doubles, le nombre de pages à double face, est infini. Ce qui différencie principalement chaque univers double est la vitesse que peut avoir en son sein un quanton ou unité discrète d'énergie électromagnétique, autrement dit, ce qui différencie chacune des pages du multi-univers. C'est la vitesse que peut atteindre la lumière en son sein. Cette vitesse reste indépassable dans chaque page du multi-univers, mais elle est différente pour chacun. Sur chaque face de chaque page univers, prédomine de la matière ou de l'antimatière et, sur l'une des faces, existe de la matière imaginaire, qui est la version physique des nombres imaginaires mathématiques. Cette masse imaginaire est située dans un autre cadre, à l'instar des nombres imaginaires qui existent dans un autre cadre mathématique que les nombres réels. Enfin, contrairement à ce que nous croyons, il n'existe pas deux sortes de masse matière, matière et antimatière, mais M, c'est-à-dire de la masse normale, positive, les guillemets sont nécessaires en pataphysique, et moins M, c'est l'antimatière. Les textes humites disent masse sensiblement égale à moins M. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je pourrais continuer dans plus de détails, mais j'ai dressé, on va dire, la synthèse de cette fin de cette première partie. Donc dans la deuxième, la première question qui se poserait par rapport à ces courriers ou ces dossiers, c'est pourquoi utiliser la poste? Pourquoi utiliser le courrier postal pour envoyer ces fameuses lettres ou rapports? Mais parce que, a priori, en 66, c'était, quand on étudie bien le dossier et le contexte géopolitique de l'époque, c'était le moyen le plus fiable et le plus simple de pouvoir communiquer avec n'importe quel individu, n'importe où sur la planète, sans se faire repérer, puisque une lettre, vous pouvez la poster de n'importe où, on ne pourra pas vous, à moins que vous postiez tout le temps au même endroit, on ne pourra pas vous attraper. Et en même temps, c'est vrai que c'est une méthode qui marchait très très bien et qui permet en plus, quand on communique par courrier, on peut paramétrer très précisément les données qu'on envoie. Et du coup, c'est plus facile en tant qu'ethnologue de pouvoir juger du retour qu'on a pour pouvoir bien mener son étude. Donc voilà, il y avait sécurité, fiabilité. Et en même temps, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'utiliser un moyen qui aurait été tout de suite qualifié de moyen extraterrestre ou appartenant à une planète, ils utilisent notre propre système de communication qui est complètement immergé dans notre système. Donc c'est pareil, impossible à repérer. Il est mentionné dans la lettre que j'ai eu l'occasion de lire aux internautes, le fait qu'ils auraient donné certaines références, explications scientifiques qui auraient donné un brevet, alors je ne sais plus si aux États-Unis, oui. Est-ce que ça a été vérifié, validé? Non, pas à ma connaissance. J'ai essayé de chercher un petit peu, mais j'ai rien trouvé de probant à ce niveau-là. Est-ce que Jean-Pierre Petit, pour ses recherches personnelles, s'est appuyé sur certaines données qui étaient à l'intérieur des lettres? Oui, de toute évidence, c'est lui-même qui le dit. Hein. Cette histoire d'univers jumeaux, il s'est rendu compte d'ailleurs même que les travaux qu'il avait faits avaient été faits antérieurement par Sakharov. Sakharov qui est donc il a été prix Nobel de la paix, mais il est surtout connu aussi pour être le père de la bombe H russe, enfin de l'ex-URSS, qui est un savant hors norme, quoi. Donc voilà, toutes ces théories des univers bimétriques ou n-métriques de Jean-Pierre Petit viennent des concepts humites. Alors, autre élément que nous donnent les humites, sans pour autant que pour le moment
dans l'instant présent, on ait pu les vérifier. C'est les fameuses particules d'atomes de krypton qui existeraient dans chaque corps humain, dans chaque cellule. Je vais préciser, si tu veux. Dans chaque être vivant, plus spécifiquement. Et ces chaînes d'atomes ont une fonction transcendante, nous disent les humites. Alors, est-ce que c'est vérifié aujourd'hui? Alors, avant de parler de vérification, je voulais juste préciser qu'il y a deux structures qui seraient faites d'atomes de krypton. Il y en a une première qui apparaît dès l'émergence de la vie au milieu de la matière. Donc la moindre cellule organique posséderait cette structure de krypton qui serait logée dans les télomères des chromosomes. Et cette structure d'atomes de krypton, qui est en état dit aquantique, donc je suppose que son comportement n'est pas lié à l'indéterminisme quantique, mais qu'elle évolue de façon programmée, on va dire, informe ou informerait, on va mettre un conditionnel, notre esprit collectif sur les conditions, le contexte géologique terrestre au moment où la vie apparaît, pression atmosphérique, température, composition des gaz, etc., ce qui permettrait à cet esprit collectif, en fonction de la modification de ce contexte, d'envoyer des mutations qui permettent à la vie de se développer. S'adapter. Donc ce premier lien, il est très peu informatif, essentiellement, pression, etc. Et ensuite, quand la vie se développe et qu'apparaît l'humanité, c'est-à-dire des êtres avec un encéphale suffisamment complexe et structuré d'une certaine manière, apparaît un deuxième lien qui n'est plus situé dans les télomères de l'ADN, mais qui est situé dans le cerveau. Alors ils disent, je ne sais plus, ils donnent une situation, mais il s'agit de très peu d'atomes. Donc pour l'instant, c'est complètement en dehors de notre domaine d'investigation de repérer des atomes, en plus de krypton, qui est un gaz inerte, il est surtout inerte, il se combine très peu, il se combine pratiquement pas, et il est censé biologiquement ne pas se combiner avec des autres atomes organiques. Donc il serait situé, ce deuxième lien, dans le cerveau des êtres évolués, on va dire, et qui informerait cet esprit collectif, mais de façon beaucoup plus complète, de façon beaucoup plus précise, puisqu'il informerait cet esprit collectif sur les émotions, les pensées, toutes les structures spirituelles et psychiques que pourrait avoir l'humanité, qui enrichiraient le système de façon beaucoup plus forte. Et là, il y aurait une double interaction, c'est-à-dire que l'humanité dans son ensemble envoie ces informations, émotions, sentiments, pensées. Cet esprit collectif les compute, on va dire, d'une certaine manière, et les réenvoie, les réinjecte dans l'humanité. Mais alors, c'était une période de temps assez longue, c'est pas sur des périodes de temps de quelques mois, mais plutôt de dizaines ou de centaines d'années. Réenvoie ces patrons pour faire évoluer l'humanité, non plus simplement sur ses mutations génétiques, mais dans ses formes de pensée. Et donc, alors, une expérience a été prise de longue date, ça fait au moins 15 ans, par une personne qui connaît très très bien le dossier, que les gens reconnaîtront certainement, mais qui m'a demandé de ne pas citer son nom. Et il m'a indiqué qu'une publication était sur le point d'arriver, donc sur ses travaux, qui essayaient de détecter ces atomes de krypton, alors ceux du premier lien qui est situé dans les télomères des chromosomes. Et il devait avoir une publication cette année. Il m'a indiqué qu'il y avait des retards dus à un contexte, on va dire, administratif, qui fait que ça a été un petit peu repoussé. Et que, effectivement, alors d'après ce que je crois comprendre, parce que c'est quelque chose d'assez complexe et que je ne suis pas biologiste, ils auraient prouvé qu'il existe donc bien des atomes de krypton dans des cellules qui, globalement, les cellules d'expérience représentent le règne animal, on va dire dans sa globalité, qu'il existerait donc bien des atomes de krypton dans les télomères des chromosomes, des cellules vivantes, et il me disait qu'on en a compté avec une assez bonne précision 172 par chromosome. Et bon, voilà. Et les humites disent 172 par chromosome? Ils disent 86 paires, ce qui fait 172. Donc là, ça validerait, ça aurait tendance à valider. Après, voilà, on attend la publication. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de publication, on ne peut pas en tirer de conclusion définitive. Mais si cette publication arrive,
personnellement, je pense qu'elle va arriver. Ça validerait encore des données de 1966. 1966 aussi. Hein, oui, chez les années 60, quoi. C'est peut-être D'accord. 67. Mais les atomes de krypton interviennent très tôt dans le corpus des rapports humides. Et encore une fois, ils ont été obligés de blinder ces travaux parce que ça va jeter un pavé dans la mare. Le krypton, biologiquement, ça ne se lie pas à d'autres atomes. Donc, aller après expliquer pourquoi ces atomes sont là, etc., etc., ça ouvrirait des perspectives étonnantes, quoi, tout à fait étonnantes. Dans un de leurs rapports, j'allais dire une de leurs lettres, il est fait aussi mention de la part des Humites que Mars porte la vie, et ça dès 1967. Oui. Ils disent, alors le texte exact, je ne me souviens plus, mais ça doit être quelque chose comme vous ne tardez. La planète Mars possède des formes de vie unicellulaires ou primitives, vous ne tarderez pas à le découvrir. Oui, voilà. Et à l'époque, quand ils disent ça, Mars est réputé comme étant une planète qui ne peut pas abriter la vie. Voilà, cet astre froid, qualifié donc pour une planète, en parlant de Mars, hein, non seulement des formes protéiques et aminoacidées, mais aussi des êtres unicellulaires et pluricellulaires végétaux simples. Vous ne tarderez pas à les découvrir. Alors que j'avais même les pluricellulaires, j'avais oublié. Donc les aminoacides, les acides aminés, c'est les précurseurs des formes organiques, quoi. Voilà, donc en tout cas pour eux, Mars, la vie était présente, et vu qu'on y a découvert de l'eau il y a 2 ans maintenant. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Oui. Ça va très vite. Alors apparemment, il y aurait d'autres découvertes qui auraient été occultées, mais bon, ça, là on rentre un peu dans la théorie du complot, mais bon. Donc restez à l'écoute. Ouais, on y reviendra. On y reviendra. Alors, un personnage, puisque là on a mentionné, et on y reviendra pour l'instant, les différents éléments qui tendraient à prouver que le dossier Humo est réel. Maintenant depuis 50 ans qu'il existe, il y a à sa décharge différents personnages, éléments qui tendent à nous dire que ça serait peut-être pas vrai, cette histoire. On a mentionné d'autant plus que les Humites eux-mêmes disent qu'ils envoient certaines informations qui nous demandent de faire appel à notre esprit critique et à ne pas prendre tout pour argent comptant, de façon à exercer ce libre arbitre et encore une fois à ne pas dépendre d'une source extérieure qui aurait autorité sur nous. Donc ils glissent volontairement des erreurs, si on peut dire, pour voir si nous allons exercer notre esprit critique. Donc déjà pas évident. Deuxième élément qui tendrait peut-être à jeter un pavé dans la mare, et ça a été le cas pendant un bon nombre d'années, c'est le cas de Luis Jordan Peña. Alors, Stone, vous avez eu l'occasion de nous en parler vaguement tout à l'heure auprès de Sesma. Alors, on vous rappelle que Sesma, c'est lui qui a divulgué le phénomène humite auprès du grand public. Pas en masse, parce que lui, il le faisait dans le cadre de son association où il y avait peut-être une quarantaine de personnes. En tout cas, le lien entre l'Espagne et la France et le fait qu'aujourd'hui on en sache autant, il a joué un rôle majeur. C'était celui qui a ouvert un peu les vannes pour avoir connaissance du dossier. Il n'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, c'est le personnage central. Et puis est venu se greffer cet homme, Luis Jordan Peña. Alors, il suit Fernando Sesma dans ses réunions, il est déjà présent. Oui. Il a dit plein de choses sur qui il était, ce qu'il faisait, ses professions. Alors là, c'est Oui. Alors, bon. Alors, c'est vrai que Sesma, lui, il fait des réunions qui concernent un peu... C'était quelqu'un de très sympathique, mais qui était un peu borderline. Comme je le dis dans le livre, il était connu pour se promener dans le grand parc urbain de Madrid en dessinant des signes cabalistiques au sol et en levant les bras au ciel pour s'adresser par télépathie aux extraterrestres. Et il faisait aussi il mélangeait un petit peu tout, quoi. Mais c'est un public assez... D'abord, ça ne sortait pas du cadre de l'Espagne, parce qu'il y avait encore le franquisme. Et puis c'est un public très très restreint. C'est par la suite ceux qui ont commencé à recevoir des lettres c'est plutôt dans les années 80-90, ont décidé d'écrire des livres où ils diffusaient en masse les lettres, et c'est là où c'est passé à la France. Lui, c'est juste la personne par laquelle a débuté l'affaire officiellement. Voilà.
Et donc ce Peña, oui, il est dans ces eaux-là depuis le début pratiquement. Il assistait il y a des photos de lui, la baleine joyeuse, où on le voit. Donc c'est un personnage qui était souvent en retrait, qui observait, qui a monté 2 sectes. Une secte sur le dieu Phosphoros, il avait sous sa coupe quelques notables madrilènes, c'était une arnaque, etc. Bon, voilà, il avait envie de monter une secte. Et son boulot, son job, c'était quoi alors? alors, on ne sait pas. Il a dit qu'il a été professeur. Oui. Alors, il dit avoir été professeur de physique du signal dans un établissement privé assez connu à Madrid, mais des enquêteurs très sérieux, dont José Juan Montero et Juan José Benítez, ont fait des enquêtes sur lui. Et il n'y a pas de preuves flagrantes, on ne retrouve pas de traces, mais c'est un grand, comment dirais-je, mythomane. C'est un mythomane, je pense que c'est Ouais, un ouais. mythomane au sens psychiatrique du terme, un grand affabulateur. Et Benítez, par exemple, qui avait déjà écrit des livres sur l'ufologie, quand Peña, en 93, dit « Oh les gars, c'est moi qui ai tout écrit », il lui propose de faire un livre avec lui. Alors il dit, pour essayer de vérifier si vraiment il était l'auteur des lettres, ce que j'ai fait, c'est que je lui posais toujours les mêmes questions, mais à 2-3 mois d'intervalle. Alors il faisait des séances de travail, et il dit c'était dramatique pour Jonan Peña, parce que les réponses à chaque fois étaient différentes. Donc il dit, Peña, c'est le grand menteur. Et il n'y a pas que lui qui dise de Peña que un autre de ses acolytes, on va dire, qu'il avait un peu sous sa coupe, dit Peña faisait du mensonge un sport. Sauf que, effectivement, quand on fait du mensonge un sport, il faut avoir une mémoire absolue. Et Peña n'a pas cette mémoire absolue. Donc, sa version change à chaque fois, continuellement. Alors, il y a un petit détail aussi qui a son importance entre 1988 et 1993. Un AVC ou plusieurs séries d'AVC. Alors, il en a déjà un en 88 qui l'alite pendant des mois et des mois. Et c'est vrai qu'il est incapable même de parler. Quand moi j'ai interviewé en 2005, c'est son bras droit complètement paralysé, il peut plus écrire. Donc certaines lettres sont arrivées après 88, au moment où lui, de toute façon, ne pouvait ni écrire ni parler. Donc c'était déjà complètement impossible. Mais je dirais que ça, c'est presque un événement tout à fait secondaire, puisque les éléments primaires, ce sont ces fameuses informations scientifiques qu'il est absolument impossible que Peña ait eu en sa possession. Cependant, il s'avère que ce Peña, donc le parcours professionnel est complètement flou, sa géométrie variable. Une fois, il s'occupe d'écrire les discours du directeur d'Agroman. On sait qu'il travaille dans cette entreprise Agroman. D'autres fois, il est psychologue dans cette entreprise. Enfin bon, c'est à géométrie variable. Il se faisait faire des cartes de psychologue qu'il distribuait à ses copains. Puis après, bon, c'est quelqu'un qui aimait bien jouer, paraître. Bon. D'ailleurs, il y a un élément, un homme qui vient aussi rentrer dans l'affaire. Il s'agit de Raphaël Fariol. Donc, c'est un millionnaire barcelonais qui avait racheté toutes les lettres de Sesma avant d'être destinataire lui-même des lettres humides. Fariol possède donc les 6 lettres de Peña qui furent traduites par vous-même, d'ailleurs. Et vous avez eu l'occasion de mettre en perspective dans le livre que en 1993, justement, Peña est amené à contacter Fariol au téléphone parce que Fariol avait demandé à... C'est le contraire, je peux raconter cette histoire si tu veux. Alors effectivement, Fariol rachète les lettres de Sesma, finit par se lasser un petit peu cette histoire humide. Puis il commence à être âgé, etc. Et donc Fariol lui propose de racheter ses lettres, il lui vend. Donc la base de données la plus conséquente était chez Raphaël Fariols. Et en 93, quand les aveux de Peña, c'est sous forme de lettres, il écrit à Raphaël Fariols. Alors Raphaël Fariols, c'est le groupe de Barcelone. Peña, c'est le groupe de Madrid, avec des gens très très honnêtes dans le groupe de Madrid, enfin vraiment des gens non suspectables. Suspicieux, non suspectable. Oui. Voilà, vous remettrez les bons mots de canular. Il écrit à Raphaël Fariols, qui était devenu un peu central dans cette affaire-là, parce qu'il organisait des colloques assez importants, pour lui avouer que c'est lui qui a écrit les lettres. Il y a 6 lettres que j'ai traduites, qui sont d'ailleurs en très mauvais espagnol. Voilà, j'ai beaucoup de mal. C'est que l'écriture de Peña
dans la traduction déjà en espagnol. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est pauvre. Il y a des erreurs de syntaxe, il y a des approximations du vocabulaire. Ça n'a rien à voir avec le style humide. C'est assez besogneux. Alors, est-ce que déjà, maintenant je me dis à l'époque, il était handicapé par son AVC, mais en tout cas, c'est pas du tout le style humide. J'ai eu du mal à les traduire. Il a fallu que je fasse appel à des Espagnols qui m'ont dit: ah ben oui, là il s'est trompé. C'est pas la bonne concordance des temps. Là il s'est trompé de mots. Là il a inversé la syntaxe. Bon, bref. Et donc il dit: ben voilà, c'est moi qui ai tout écrit. Et Fariols lui répond en disant: mais non, tu vas pas nous, Jordan. Je te connais depuis longtemps, tu vas me faire croire qu'il a écrit ça. Oui, mais alors... Et alors, faut lire les courriers, parce que des fois, il dit, il faut croire que ceux qui ont... La plus haute instance de ceux qui auraient écrit les lettres, alors moi, si on en croit ma version, auraient été choqués par le fait qu'on s'attache trop à leurs lettres. Et là, on se dit, mais alors, il parle de lui à la troisième personne, il se met en scène à l'intérieur, à l'extérieur, c'est-à-dire que, bon, ça sent vraiment... Il voyait bien que... Fariols ne le croyait pas, d'ailleurs la plupart de, pratiquement tous ceux qui avaient reçu d'aide ne pouvaient pas croire que c'était lui qui a écrit ça, toutes les données sur l'esprit collectif, etc. Alors, j'aimerais, il y a deux éléments à donner pour ne pas être trop long dans cette, vraiment aller au cœur, c'est que déjà d'une part, Peña avait été l'un des dactylos des rapports qu'envoyaient les humites. Donc c'était un intermédiaire, c'est lui qui retranscrivait et qui faisait les dessins. D'ailleurs, il était bon dessinateur apparemment. Très bon dessinateur, oui. Donc il avait un lien quand même. Alors justement, c'est ce qu'on apprend. Il y a une lettre qui s'appelle la lettre de Cuba, qui est envoyée en avril 93, justement. Donc après les révélations des 6 lettres d'avril de Peña, et qui demande, il y avait eu une... Les humites avaient arrêté d'envoyer des lettres parce qu'il y avait une trop grande diffusion, notamment de la part du docteur Aguirre et puis un autre personnage qui avait écrit des livres et qui avait diffusé largement, alors que les humites leur avaient demandé. Donc ils cessent d'envoyer des courriers. Et en 93, ils réécrivent à Fariols en disant: on voudrait que vous reformiez le groupe. Si vous êtes d'accord, vous faites ci, vous faites ça, etc. Et on voudrait que vous fassiez une réunion chez vous. Donc il avait une grande maison, une grande villa du côté de Barcelone où il élevait des chevaux. Et vous convierez un tel, et Jordan Peña, et vous questionnerez fermement pour savoir les liens qu'il avait avec nous. Et là, Fariols se dit: ah, Peña quand même, il avait des liens particuliers avec lesquels. Donc nous, par la suite, on a supposé qu'effectivement, les humites expliquent que dans les années 60, les lettres étaient tapées à la machine, et les machines à écrire des années 60, il fallait appuyer très très fort dessus, et ils sont handicapés par le fait que le bout de leurs doigts possède des capteurs qui sont sensibles notamment aux infrarouges. Bon, c'est le fruit de leur évolution. Ils expliquent pourquoi très précisément, un peu plus précisément plus tard. Et que taper à la machine, ça handicape ces capteurs et donc ça leur fait mal. Et que même, alors c'est un gag, ils disent quand on appuie sur le bouton d'ascenseur, on appuie avec le coude ou avec les phalanges parce qu'on ne peut pas presser trop fort. Donc ils avaient besoin de dactylographes qui tapaient les lettres à la machine et qui leur servaient d'interface cognitive pour éviter d'avoir des formules qui soient choquantes pour nous. Voilà. Et parmi ces dactylographes, donc on a supposé que Peña en faisait partie parce qu'effectivement certains dessins qui illustrent très bien d'ailleurs certains concepts humites, on reconnaît la patte de Peña d'après des dessins qu'il avait fait quand il travaillait chez Agroman. Il y avait une revue et il y avait des dessins qui étaient de sa main, on reconnaît sa patte. Donc effectivement, il a des liens privilégiés. Mais une personne qui est une personne centrale aussi de ce dossier, qui devait venir ici, puis à cause des problèmes à Orly. Voilà, des problèmes à Orly, il n'a pas pu venir. Quand on a fait la réunion de 2005, on s'était dit qu'il faudrait faire venir Peña pour qu'il vienne et qu'on puisse l'interroger, etc. Donc il est allé voir plusieurs fois chez lui. Au début, Peña était un peu réticent. Puis après, finalement, il s'est dit: ah ben oui, pourquoi pas, je vais venir. Et donc, il le regarde comme ça, puis il lui dit: toi et moi, on est pareil, hein. On est des manipulateurs. Alors mon ami lui dit: non, pas du tout. Il lui raconte l'histoire que à Alicante, il avait rencontré... Alors, qui raconte Peña raconte à mon ami qu'à Alicante, cette histoire du mythe, il avait rencontré des Américains, des grands et blonds, qui venaient alors ça c'était son mensonge préféré, d'un institut encore plus secret que la CIA. Mais mon ami me dit, quand il me raconte ça, on sent qu'il est vraiment ému. Et il dit: ces gens-là, ils étaient très très forts, ils arrivaient à lire dans mes pensées.
Et donc on s'est dit, c'était peut-être le dactylo des humites, mais est-ce que lui, il a jamais cru que les humites existaient? Et apparemment, c'est un grand sceptique, Peña. Et on se pose la question de savoir si lui a pas toujours cru que c'était des Américains, une institution encore plus secrète qui lui avait demandé de taper les lettres. Alors non seulement ça, que cette institution lui aurait demandé de taper les lettres, qu'il ait cru ou non dans les humites, mais en même temps, Fariol, quand il l'a au téléphone, me semble-t-il, de mémoire, s'engueule un petit peu avec lui, et Fariol lui dit, mais écoute, bon, ça suffit maintenant, arrête tes conneries, et là, Peña, tout penaud, dit, mais c'est les humites qui m'ont dit de dire tout ça. Donc cette histoire est racontée dans pas mal de livres d'Espagnol et celui aussi de Jean-Pierre Petit. Et moi j'ai eu la vérification par la personne qui était la directrice commerciale de Rafael Fariols, qui était sa secrétaire avant, qui s'appelait Lou, qui est toujours vivante, donc, et qui m'a confirmé, puisqu'elle assistait à la réunion. Et effectivement, donc les humides demandent à Fariols d'inviter Peña et de le questionner fermement. Et Peña a eu d'autres AVC depuis, et donc il est très handicapé, il a du mal à voyager, et il décline l'invitation. Et donc, au moment de la réunion, Fariols décroche son téléphone en appelant, alors Jordan, qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, je peux pas venir. Il lui dit, mais cette histoire de deux, mais tu vas pas me dire que c'est toi qui as écrit. Et tout penaud, effectivement, Peña lui dit, mais c'est eux qui m'ont demandé de dire ça. Donc ça m'a été confirmé par la directrice. Alors est-ce que, effectivement, les humites auraient demandé à Peña de raconter toutes ces bêtises comme quoi C'est possible. C'est possible. En même temps, au niveau de la chronologie et de l'explication du pourquoi, moi je suis dans l'expectative, je n'arrive pas à recoller les morceaux. Puisque c'était un moment où il demandait... Alors, il y a eu des attaques violentes des ufologues contre ceux qui recevaient des lettres, qui les ont traités de sectes. Donc c'était violent, c'est une secte, ils se réunissent à tel endroit, ils ont un gourou. Donc c'était hyper mal vu. Et ces attaques violentes, comme Peña avait écrit, ces gens qui croient aux humites, ce sont des paranoïaques. C'est-à-dire qu'on pourra leur prouver par A plus B que les humites, ce sont des terriens qui ont écrit ça. Ils ne croiront pas, parce qu'ils sont parano, ils sont dans leur délire paranoïaque. Et la vérité ne pourra se faire qu'à l'éclairage de la science. Il avait écrit ça, et effectivement, on le voit dans les années 79, puis après, plus tard, etc. La vérité s'est faite via la lumière de la science, en révélant que ce n'était pas possible que ce soit Peña qui a écrit ça, parce qu'il ne pouvait pas avoir ces connaissances. Bon, c'était un peu une boutade, mais... oui, donc du coup, je me suis perdu dans mon... voici, en tout cas, on vous a donné un peu les grandes lignes du dossier Peña qui, à un moment donné, a fait de l'ombre, a discrédité pas mal le sujet humide, sachant que c'était peut-être même les humites eux-mêmes pour éviter que le sujet... Voilà, il y avait ces fameuses attaques dont le groupe de Madrid a beaucoup souffert, parce que le groupe s'est éclaté à ce moment-là, et donc... Les humites leur avaient dit, on vous prévient, ne diffusez pas parce que vous allez recevoir des attaques et ça va vous nuire. Et c'est ce qui est arrivé. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils avaient dit à Peña, écoute, dis que c'est toi, comme ça va calmer le truc. Et puis après on reprendra le temps voulu. Un sacré discrédit. Pas évident de détruire une confiance potentielle pour après la reconstruire au regard de tous ceux qui suivaient le dossier humide. Mais en même temps, les humides travaillent dans le temps. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, et ils le disent de façon plus ou moins directe, que c'est à nous à recoller les morceaux. Il y a dans les 1400 pages, équivalent, 1400 pages, il y a des données dont on apercevra de la véracité que beaucoup plus tard. C'est à nous à faire le travail. Ils ont semé les petites graines qui nous permettent de valider ou d'invalider, éventuellement, mais c'est à nous de faire le boulot. Donc, ces données qui sont écrites en 66, elles ne sont pas là pour rien. Je pense que jamais les choses ne sont là pour rien chez les humides. Tout est absolument pesé. Donc, ils savaient qu'un jour ou l'autre, on trouverait ces données, qu'on arriverait à les confronter avec de nouvelles découvertes. Et exactement que si on découvre la vie sur Mars, on pourrait dire « Ah, mais il l'avait dit ». Donc, c'est un faisceau qui converge vers une preuve. Paragraphe 48 de la lettre D21. Nous sommes une société profondément religieuse. Nous croyons en Woa, Dieu ou Créateur, et nous possédons les arguments scientifiques en faveur de l'existence du Buawa, c'est-à-dire de l'âme. Nous connaissons de plus un troisième facteur de l'homme qui le relie avec l'âme adimensionnelle. Il est situé dans le cortex encéphalique
et nous avons informé 2 neurophysiologistes terrestres de sa découverte. Si je fais un peu mention de ce paragraphe, au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure, Stone, c'est pour aborder justement cette partie qui concerne l'évolution d'une race humanoïde à travers l'histoire, et notamment de l'apparition d'un équivalent de ce que nous, on pourrait appeler un Jésus-Christ. Et ce qui les a beaucoup étonnés quand ils ont découvert notre culture et qu'ils ont découvert l'existence d'un homme comme Jésus. Alors pour eux, il a existé. Enfin, genre, tout à fait, oui. Parce que vous aurez l'occasion de voir durant cette émission à quel point ils savent utiliser les nouvelles technologies en dehors des capacités technologiques qu'eux-mêmes ont. Quand on parle des nouvelles technologies, notamment par rapport à Internet, c'est vraiment pas un problème. Donc pour eux, en tout cas, de leur point de vue, au-delà du côté dogmatique que peut revêtir la religion, Jésus est quelqu'un qui a existé. Oui, mais si vous voulez, tout ça est cohérent dans leur physique et leur métaphysique, Voilà. Dans leur conception holistique de l'univers. Alors, nous, Jésus nous apparaît par des textes pareils, qui sont des textes, on va dire, apocryphes, qui ont été écrits bien après l'existence de Jésus, et qui sont tout à fait contestables. Il n'y a qu'un seul témoignage, à ma connaissance, il y a Jéhovah, qui est par le... Comment s'appelle-t-il ? Je ne vais pas trouver son nom. Un chroniqueur romain qui en parle de façon très, très courte en disant c'est un homme grand qui s'appelait Jéhovah, qui s'est présenté à Ponce Pilate, etc. J'ai plus le nom de ce chroniqueur. Bon, c'est pas grave. Est-ce que chroniqueur, vous faites référence à un des apôtres? Non. Non, c'est pas un apôtre. C'est un Romain qui est biographe, voilà, et qui rend compte de l'existence d'un certain Jéhovah, qui est une personne de... Jéhovah ou Yeshua? Parce que Jéhovah, on fait là Yeshua. Bon, je suis en train de m'en mêler les pinceaux parce que je suis toujours en train de chercher le nom, que je connais que lui en plus, qui a écrit ça. Bon, enfin bref, il n'y a qu'une seule référence historique à l'existence de Jésus, et sinon on n'en a de référence que par les évangiles, donc l'enseignement qui a été dispensé par Jésus. Donc pour nous ça reste quelque chose qui fait appel à la foi, et rien d'autre pratiquement. Oui, d'ailleurs il parle de mythes. Oui. Toutes vos idées se situent dans le domaine des mythes, qui Absolument. s'expliquent dans le cadre de l'évolution historique de votre réseau social terrestre. Voilà. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est que dans l'évolution de l'humanité, on a cette fameuse émergence de la matière qui est la biosphère, qui est la vie. De la biosphère émerge la noosphère, la science de la pensée, etc. Cette noosphère continue. Et que dans les premiers 10 millions d'années d'une ethnie planétaire, quand elle a cette fameuse structure dans l'encéphale qui le lie à l'esprit collectif, ils disent que chez nous, c'est 4 millions d'années. Alors déjà, ça revoit... Quand on dit chez nous, c'est-à-dire nous sur Terre. Nous, sur Terre, le premier humanoïde à avoir eu ce lien, c'est 4 millions d'années. Et en faisant référence à Yeshua. Non. À notre phylum normal. Il y a 4 millions d'années, donc c'est encore les Australopithèques qui sont considérés par nous comme des préhumains. Ce n'est pas le genre Homo, c'est le genre Australo. Il y a déjà ce lien qui informe sur D'accord, donc il part de cette base-là. Cette base-là, pour eux, c'est le début de l'être. C'est pour ça que j'ai employé être humain plutôt que espèce Homo, puisque ce lien daterait d'avant l'arrivée de l'espèce Homo, daterait des Australopithèques, 4 millions d'années. D'accord. Entre le début de la création de ce lien qui donne une information beaucoup plus complexe et complète à l'esprit collectif, dans les 10 premières années d'évolution, il y a pratiquement 100 chances sur 100 qu'apparaisse un individu qui est un mutant et qui a des capacités qui seront celles de l'humanité en fin de parcours, au point oméga.
D'accord? Donc cet être-là, il a un cerveau qui est plus développé, il a des fonctions neurologiques que nous n'avons pas. Par exemple, il peut être télépathe, il est en lien direct avec le pôle informationnel universel qui est WOA, alors que nous n'avons pas ce lien, nous n'avons qu'un lien très subliminal avec cet esprit collectif. Lui, il est en lien direct. Donc ça expliquerait tout ce qui est expliqué dans les évangiles, les jours dans le désert, la révélation, etc. La métaphore avec mon père, le domaine de mon père. Voilà. Alors la métaphore mon père, domaine de mon père, c'est que Jésus emploie une tournure qui permet à cette société, qui est une société encore machiste à l'époque, il aurait dit ma mère ça aurait été rejetée. Donc le père, c'est une image. Oui, bien sûr, ça c'est sont pour que ça des mots. que je parle de métaphore. Ouais. Il savait parler et s'exprimer pour être compris et accepté, que son message soit accepté. Donc dans les 10 premiers millions d'années, il y a pratiquement 100 chances sur 100 qu'apparaisse un de ces êtres. Nous, il est apparu très tôt, il est apparu dans les 4 premiers millions d'années, mais sur certaines planètes, ça apparaît beaucoup plus tard. Et c'est comme si vous voulez, était apparu un Homo sapiens au milieu des australopithèques. Oui, tu as décalage énorme. Quoi. Voilà, décalage énorme. Et donc les australopithèques qui faisaient 1m20, qui étaient encore trapus, qui avaient... Bon, aurait vu cet individu, il aurait été... il aurait... Soit tué, soit adoré. Soit tué, soit adoré, parce qu'effectivement, un Homo sapiens aurait pu inventer des armes, des trucs que n'aurait pas pu faire un australopithèque. Ça a été le cas, nous on l'a... Voilà. Donc, ce sont des êtres qui apparaissent à un moment donné. Alors, cette première apparition est liée au hasard. Alors, ils disent que c'est une fonction un peu complexe qui fait que l'apparition pour réorienter l'humanité sur les bons rails. Chez vous, il est arrivé très tôt, au moment où vous étiez encore dans une phase mythique, magique. Oui. Donc, vous n'avez pas pu l'intégrer. Chez nous, c'est arrivé un peu plus tard, on était déjà un peu plus développé, mais ils l'ont quand même massacré. Alors, ils appellent ça des OMI WOA. OMI, c'est homme, incarnation, corps et esprit, et WOA, c'est Dieu. Donc, ce sont des hommes-dieux qui apparaissent systématiquement sur toutes les planètes, qui ont développé une vie suffisamment complexe. Et donc ils expliquent, et c'est là où ça rejoint le travail de Teilhard de Chardin, c'est qu'au fil des mutations, donc on sait que notre évolution n'est pas terminée, c'est Anne d'Ambricourt qui a développé la théorie de la contraction crâno-faciale. On sait que nos dents de sagesse ont tendance à disparaître de plus en plus chez les nouvelles, parce que le cerveau se développant, ça contracte la mâchoire. Donc c'est un des signes qui est sur une évolution à très long terme, hein. C'est pas en quelques générations, c'est sur des milliers d'années, que nous, bien sûr, nous n'avons pas fini notre évolution, ce serait ridicule de penser que nous sommes enfin en phase terminale de notre évolution, et la fin de l'évolution, c'est 38 millions d'années, et à 38 millions d'années, il se produit un phénomène qui est que tous les êtres humains se sont transformés en Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont tous développé ces capacités où ils sont en connexion directe avec le pôle informationnel. Ils commencent à obéir de plus en plus aux lois universelles d'amour, de respect d'autrui, etc., etc. Et ça devient des êtres spirituels. Je fais juste une parenthèse, oui. Parce qu'il précise que des hommes comme Jésus n'ont pas ou peu de penchant pour les relations sexuelles, que s'ils sont amenés à procréer, ce n'est pas tel qu'on peut l'envisager ou le penser. Ou c'est moi qui rajoute? Non, sur la procréation, j'ai rien lu. Mais effectivement, c'est donc le fruit de cette évolution qui est notre terme. En tout cas, ils sont capables de miracles, hein, parce que même leur propre Christ, entre guillemets, si je me souviens bien, il a été torturé. Oui, ils ne sont pas capables de miracles. Ils disent qu'il y a des lois de la physique qui existent pour eux aussi, mais ils ont des dons pour soigner. Ils peuvent soigner les gens, ils peuvent même s'auto-soigner eux-mêmes, même s'ils n'utilisent pas beaucoup sur eux. Ils ont des compétences télépathiques, mais encore faut-il pouvoir que les autres soient aussi réceptifs. Donc apparemment notre Jésus ne l'a pas utilisé, et le leur non plus. Et que... alors, je vais finir sur la fin de l'humanité. Quand on arrive à ce stade d'évolution, donc on n'a plus beaucoup d'appétence sexuelle, donc on se reproduit peu. Et il y a un phénomène qui apparaît, dont j'ai oublié le nom en humite, qui est que ces êtres-là, nous, en tant qu'humains, Homo sapiens, nous avons déjà, par notre pensée, la possibilité de modifier la réalité. Nous la mettons en forme. Nous prenons cette information, informe, qui n'a pas de forme, qui existe à l'état latent, c'est WOA.
et nous la mettons en forme. Et donc, arrivé à ce stade évolutif, la puissance d'interaction d'un être comme c'est Jésus, c'est mutant, est tellement forte par rapport à l'univers que l'univers, quand ils sont dans une phase intense émotionnelle, ils sont capables de générer des choses tellement fortes que l'univers est obligé de les phagocyter. Donc il y a un système qui est mis en place. Quand ces êtres-là, qui ont une puissance d'interaction trop forte, qui modifierait de façon trop la réalité, il y a un système automatique, on va dire, qui fait que l'esprit collectif, par l'intermédiaire de cette phase masse imaginaire, imaginaire au sens mathématique, ils disparaissent. Ils provoquent une rotation dans ces fameux éléments non physiques qui conforment la réalité, la masse, l'énergie, l'espace et le temps, et ils disparaissent. Mais ils disparaissent de notre univers, mais ils sont transformés en autre chose ailleurs. C'est-à-dire que rien ne se crée, rien ne disparaît. Lavoisier, n'est-ce pas? Et effectivement, voilà, ils disparaissent purement et simplement. Donc, il y a tout un laïus sur la mort de Jésus sur la croix. Les humites nous disent que Jésus n'est pas mort sur la croix et que le Saint-Don, le Saint-Suaire, prouverait que Jésus n'est pas mort sur la croix parce que certaines plaies étaient encore saignantes, alors que normalement, sur un cadavre, les plaies se coagulent et ça ne saigne plus, et qu'il y aurait une substitution du Saint-Don. Alors ici, je ne me souviens plus des dates, et qu'en ce moment, celui qui serait un faux, où on aurait supprimé les traces qui prouveraient que Jésus ne soit pas mort sur la croix. Parce que on parle du Saint-Suaire, là ? Oui. Ça serait un faux ? Ce serait un faux. Alors, il y a des lettres qui en parlent, et nous disent d'ailleurs que nous devrions pousser le Vatican, un des derniers témoins de cette substitution, et le cardinal Ratzinger, et le nouveau pape Benoît n'est pas au courant, et donc il nous dit essayer de pousser Ratzinger à avouer au pape, parce que ça vous fait prendre du retard dans la reconnaissance de l'existence de cet être-là, dans son étude sérieuse, pour essayer de voir effectivement comment lui s'intègre dans ce processus d'évolution. Alors si c'est pas lui qui est mort sur la croix, il y a eu une substitution, un autre être... Non, il n'est pas mort sur la croix, ils l'ont décroché, il n'était pas mort. Et il a dit que quand il disparaît et qu'on parle de la résurrection de Jésus, il n'y a pas de résurrection, il n'est pas mort. D'accord. Et il disparaît beaucoup plus tard, où effectivement les gens se réunissent autour de lui, il y aurait eu des témoins, et au moment d'une exaltation extrême, il finit par disparaître, être phagocyté par l'esprit collectif. Bon, alors tout ça, pour l'instant, ce n'est que de l'écrit, on n'a aucune preuve que ceci... alors ça serait pas mal, effectivement, qu'on ait un jour la preuve que le Saint-Suaire, le Saint-Don était qu'il y ait une substitution. Oui, pas de mal à veiller. Enfin, quoique... Donc, pour eux, l'existence de ce Jésus, c'est une existence obligatoire qui s'inscrit dans le cadre d'un processus évolutif qui est cohérent du début jusqu'à la fin. Notre religion est si semblable au christianisme terrestre que nous avons été véritablement surpris en nous en apercevant. La seule différence, c'est que sur Humo, donc leur Jésus à eux, est apparu un stade de notre humanité où la civilisation était plus développée que la vôtre au temps de Jésus-Christ. Donc plus à même d'accueillir le message que... Oui, non, parce qu'ils étaient pendant une dictature monstrueuse. Ouais. Bon, enfin, mais technologiquement, déjà, ils avaient peut-être des connaissances qui leur permettaient d'accéder peut-être plus facilement. Alors... Donc ils disent que les enseignements de leur Jésus a été intégré après sous une forme beaucoup plus transparente, sans manipulation, parce qu'ils nous disent que les textes de Jésus, les enseignements ont été considérablement manipulés par l'Église. On a supprimé ce qui était gênant, parce qu'il fallait toujours que ce soit en phase avec le pouvoir politique, bien sûr. Donc on a eu tendance à faire un mélange entre ce qui était dit et ce qui était pas trop dangereux pour ceux qui le disaient. Alors qu'eux ont intégré beaucoup plus simplement, de façon plus transparente, les enseignements de leur OMI-OA, et qu'ils ont progressé vers une religion qui ne soit pas dogmatique. Donc ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que tout ça, oui, ils ont été surpris parce que quand on lit effectivement les enseignements des évangiles et les quelques lois
morale donnée par leur OMIOA, leur Jésus, c'est tout à fait semblant. Il y a des ressemblances extrêmes, notamment sur le fait qu'on est là pour aimer autrui, que voilà. Alors ça, c'est essentiel, on va approfondir. Donc pour faire une sorte de synthèse rapide, donc il y a Oa, qui serait Dieu, le grand esprit, ou en tout cas... Le principe générateur qui contient toute l'information possible. Ok. Il y a l'âme collective, ou je ne sais pas si on peut parler d'inconscient collectif de Jung, alors, l'âme collective. C'est pas la même chose, mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à coller ça avec l'inconscient collectif. Il y a peut-être des parallèles, peut-être que Jung avait trouvé des éléments, des fonctions de ce que lui pensait être dans l'inconscient collectif qui sont... Mais il ne faut pas oublier que notre esprit collectif, il est chargé de l'orthogénèse, donc de l'envoi de mutations à des moments précis pour favoriser la complexité et le processus. Mais moi, quand j'entends ça, je ne sais pas si... Bon, j'imagine que vous avez entendu parler de l'histoire du centième singe. Oui. Sur le Japon, avec ces babouins. Oui. Si c'est en lien avec justement l'âme collective ou c'est autre chose. C'est possible. Non, je pense que c'est possible. Je sais pas, je pose la Alors, question. on verra après dans les solutions qu'ils nous proposent pour essayer d'amoindrir les effets de l'effondrement économique qui va amener des guerres civiles, etc. Ils nous proposent une solution et ils parlent d'un effet de seuil. Il y a des effets de seuil, effectivement. Ça me fait penser aussi, en parlant d'âme collective, alors je ne sais pas, de près ou de loin, j'en sais rien, mais en entendant ça, j'ai pensé à Rupert Sheldrake, ce biologiste anglais, avec les chambres morphogénétiques. Oui. Alors, on retrouve des parallèles avec plein de choses. Alors, j'ai lu Sheldrake, je ne suis pas un spécialiste, par contre, de ces théories, mais on voit bien que tout ça recoupe la même idée, c'est qu'il existe quelque chose... Un champ informationnel. Que les gens... on pourrait dire dans l'invisible pour certains, ou un champ informationnel, qui fait que l'information, c'est pas quelque chose, une fois qu'on a eu une pensée, qui disparaît, c'est qui reste stocké, engrammé quelque part, et que donc la pensée, c'est pas quelque chose d'inutile, c'est quelque chose ou les émotions, c'est quelque chose qui fondamentalement participe à la complexification, à l'intelligence du processus univers. Donc, processus univers, ce principe, Oa, Dieu. Après, l'âme collective, qu'on pourrait appeler, enfin moi, Bibi, parce que c'est... B.B, voilà, parce que c'est l'abréviation d'un terme qui est un peu compliqué à écrire. Bouaoui ou Biaïe. Bouaoué, B-A-E-I. Bouaoué, B-A-E-I. Voilà. Et qu'eux-mêmes ont abrégé en B.B. Ouais. Et c'est très drôle parce quand je discutais des fois avec des amis du sujet, comme ma femme ne connaissait pas trop le dossier, qu'on disait alors le bébé, elle disait, une fois elle m'a dit mais c'est qui ce bébé, c'est le bébé de qui? Et je dis, non, c'est pas un enfant. C'est l'âme collective. C'est autre chose. Alors on a le Bouawa, oui. qui est l'âme individuelle. L'âme individuelle. Voilà. Et on a le Waimi, qui est le corps physique, mais qui comprend ces 10 dimensions. Oui, alors c'est 12 en réalité. Le corps humain considère dans ces 10 dimensions 3 qui définissent son volume, 6 qui expriment sa masse et une que nos organes propriocepteurs évaluent comme le temps. Oui, mais en réalité, il y a 3 dimensions pour le temps. Parce qu'ils résument leur conception, leur modèle d'univers, c'est 12 dimensions. Mais pour leur calcul, par exemple pour leurs voyages spatiaux, ils réduisent la dimension du temps. Alors ils comptent 4 trièdes. Donc il y en a 2 en comptant les arêtes, qui font 6 dimensions, qui permettent de définir la masse, d'accord. 3 qui sont les 3 dimensions spatiales, et 3 pour le temps, mais pour simplifier les calculs, ils prennent de ce triède la hauteur, la verticale, et du coup, ça veut dire que pour leur calcul, pour simplifier, ils utilisent 10 dimensions, mais qu'en réalité, leur modèle comprend 12 dimensions. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Parce que... justement, ça va être important par rapport aux solutions potentielles concernant ce qui risque de nous arriver, puisqu'on parle ici de probabilité, encore une fois, et toujours pareil, en admettant que le sujet qu'on aborde à travers cette émission, notamment le livre, que je vous recommande, bien évidemment, et que vous puissiez vous ouvrir à la réalité du dossier HUMIT, a son extrême importance. Alors... je regarde si je sais pas... Ah oui, j'aimerais... Oui. Par rapport à... Parce qu'on va bientôt aborder justement
ce qui va arriver, entre guillemets, d'un point de vue probabiliste, avec les solutions, bien entendu. Mais il y a un élément qui, à mon sens, est important, c'est cette notion du libre arbitre. J'aimerais, Stone, que vous puissiez nous expliquer comment les humides conçoivent la notion de libre arbitre, de choix. Est-ce que tout est écrit, pas écrit? Comment on peut peut-être changer des lignes de temps qui seraient déjà écrites, si c'est le cas? Enfin bref, là j'épilogue un petit peu, mais voilà, je vous laisse nous dire un petit peu comment est-ce que les humides considèrent l'existence d'un être humain entre la naissance, la mort. C'est très complexe. Et je dois dire que moi-même, je suis paumé des fois parce que il faut bien comprendre que il y a l'OMI, donc l'incarnation. Alors souvent, si ça a un M ou deux M, ça décrit soit juste le corps, soit l'OMI complet avec ces autres dimensions, c'est-à-dire que ces éléments externalisés qui sont non physiques, comme l'âme individuelle, par exemple. Et donc, cet OMI, lui, il existe dans le flux du temps. Mais il est relié avec un élément qui, lui, n'existe, pour qui le temps n'a aucun sens. Alors, ils disent que cette Bouawa, cette âme individuelle, c'est comme si, alors ils disent c'est un raccourci qu'on fait, mais on peut, voilà, on peut pas, on essaie d'être simple. C'est comme si elle prenait les décisions sur votre vie d'un seul coup. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Et il donne l'image de quelqu'un dont la vie serait une sorte de tunnel, un tuyau, on va dire, d'arrosage. Et la Bouawa, l'âme individuelle, jette ce tuyau dans le jardin, et ce tuyau va prendre une courbure. Mais elle voit ce tuyau dans son intégralité au même titre que vous. Au même moment. Il n'y a pas de moment. Le temps n'a pas de sens. Au même titre que vous pouvez regarder une page d'un livre et voir tous les mots en même temps. Il suffit de juste déplacer le regard. Par contre, ces mots, ils sont bien organisés dans un ordre. Sinon, vos phrases n'auraient pas de sens. D'accord ? Oui. Bon. Et là, la difficulté, c'est de comprendre comment, alors que cette âme jette, alors ils disent, comme si c'était en une seule fois votre vie, comment, une sorte de destinée, comment il peut rester du libre arbitre. C'est très, très difficile à comprendre. Moi-même, j'avoue que des fois, je pose encore la question, je n'ai pas bien compris, mais ils disent que ce libre arbitre, il est logiquement indispensable, sinon, principe créateur, ne serait pas intelligent. Et effectivement, le système ne pourrait pas s'auto-complexifier s'il n'y avait pas ce libre choix. Au même titre que si vous avez des 0 et des 1 sur un disque dur, et que déjà le système d'exploitation dit comment il faut tout gérer, tout est déjà en place. Ouais, il n'y a pas d'intelligence. Alors que si vous créez des éléments qui eux-mêmes ont la totale liberté de mettre en forme ces 0 et ces 1 pour faire des trucs, y compris de faire des trucs qui ne sont pas dans le cadre, système qui ne sont pas dans le cadre initial. Voilà, qui sont, on va dire, négantropiques, c'est-à-dire qui seraient négatifs, qui auraient des effets négatifs. S'il n'y a pas cette liberté de choix, le système ne serait pas intelligent, parce qu'on peut comprendre. Après, comment l'un s'articule par rapport à l'autre, j'avoue que c'est très... Alors, il donne plein d'exemples, hein, il faudrait les reprendre un par un, mais ça va être un petit peu long. Mais le fait est que, notamment, ce libre arbitre est assuré par ce qu'on appelle l'indéterminisme quantique. Par nature, il y a des éléments qui sont indéterminés et dont la projection dans l'existant, le non-existant, est produit par l'interférence de l'esprit humain. Et ça, on s'en rend compte dans les expériences de mécanique quantique, où effectivement, c'est ce que dit la mécanique quantique, le chat de Schrödinger, c'est l'esprit humain, pour symboliser, qui en mesurant va faire que le chat va devenir mort ou pas mort. Donc c'est pour ça que quelque part nos croyances, nos analyses contribuent à créer cette réalité, et cette liberté, y compris de faire des choses qui nous semblent abominables, contraires à l'intérêt d'autrui. S'il n'y avait pas cette liberté, le système ne serait pas intelligent. Alors ça c'est important et intéressant à bien des égards, parce que là on parle de concepts qui sont
de haut niveau, philosophique, et de ce que ça impliquerait dans nos vies au quotidien. Sommes-nous des êtres conditionnés? Sommes-nous uniquement la somme de notre passé et des expériences qui nous constituent? Avons-nous le choix? Il y a bien des civilisations sur Terre, des époques qui ont pensé que l'être humain n'avait pas de choix, et que tout était écrit. C'est pour ça, par exemple, que les Vikings n'avaient pas peur de la mort, parce que pour eux, de toute façon, si on devait mourir au combat, on devait mourir au combat. Si on échappait, c'est que c'était comme ça, c'était écrit. Donc voilà, il y a bon nombre de civilisations comme ça sur Terre qui déjà avaient cette idée-là, alors qu'aujourd'hui, on parle justement beaucoup de cette notion de libre arbitre, de choix. Pour les Humites, comme vous venez de le mentionner, quelque part, c'est assez complexe de se dire que, entre guillemets, notre âme a une vision complète de notre vie, et en même temps qu'il y ait ce concept de libre arbitre qui y est joint. Donc qu'est-ce qu'on peut changer à notre vie si déjà tout le tuyau de... J'avoue que je ne peux pas répondre à cette question, c'est trop complexe. Je pose des questions en même temps mais le fait qu'existe cet indéterminisme quantique montre que certaines évolutions ne sont pas prédictibles et restent indéterminées tant que nous n'avons pas interféré avec ces Là-dessus, il y a quelque chose aussi d'important, c'est que ces concepts-là, notamment qu'on aborde cette idée d'avoir un humanoïde Dieu, un Jésus, ou pour eux l'équivalent, c'est qu'il est, alors je ne sais pas si on peut appeler ça du bon sens, intelligent, que chaque humanité tende vers une certaine forme de compassion, de bienveillance, et pour créer une sorte je ne sais pas si on peut parler d'un système harmonieux. Le but, c'est ça. Le but du système, c'est ça. C'est de conduire vers l'harmonie, le bonheur, l'amour, mais ça ne peut pas être infligé du haut par Dieu, parce que sinon, effectivement, il ne serait pas intelligent. Ce n'est que par essai-erreur. On essaye, quand on souffre, et quand on a bien souffert, on décide de faire autre chose. Donc forcément, voilà, il nous laisse le choix et nous choisissons de faire. Et quand on a expérimenté les choses qui sont désagréables, on essaie de s'en éloigner. Et forcément, le système qui est quand même un petit peu encadré, parce que ce fameux esprit collectif, ils expliquent que c'est comme si chaque être humain avait un petit haut-parleur branché au-dessus de sa tête qui lui susurre constamment. C'est-à-dire ces espèces de garde-fous, fait ça. On l'entend ou on l'entend pas. La plupart des gens l'entendent très peu, d'autres pas du tout, d'autres un peu plus. Mais il peut y avoir des idées qu'on a et qui nous ont été susurrées par cet esprit collectif. Donc il y a quand même des garde-fous. Il essaie de nous guider tout en nous laissant ce fameux libre arbitre, parce qu'on ne peut progresser que si on a payé les conséquences de ses choix. Et en même temps, ce serait un grand cadeau que de pouvoir expérimenter les conséquences de ces choix. Pardonnez-nous, amis, si nous insistons en réitérant dans ces termes que nos relations mutuelles sont fondamentales. Nous avons pris contact avec quelques hommes de la Terre, conscients de pouvoir passer inaperçus en nous mêlant à vous dans un programme destiné à envoyer à notre planète mère Oumo d'amples informations sur les aspects géologiques, biologiques, astronomiques et socio-humains de cet astre solide. Ces hommes de la planète visitée ne seront pas troublés dans leur processus évolutif, et cela non pas par une concession gracieuse de notre part, mais en vertu des lois morales universelles que nous ne désirons pas transgresser. Ils sont libres de faire un usage arbitraire de ces rapports, mais ils ont à suivre nos conseils à ce sujet. Ils sont libres de les garder secrets ou de projeter une persécution implacable contre nous s'ils jugent équivoque que nous constituons un danger. Mais, si en vue de se convertir en prudents et passifs dépositaires, ils accèdent à une quelconque conduite qui puisse transcender au niveau macrosocial le reste du réseau social humain terrestre, l'alliance tacite que de notre propre initiative nous avons tendue entre vous et mes frères sera rompue. Le silence et l'hermétisme auront remplacé ces fuites informatives soigneuses, et nous compléterons une telle mesure en injectant dans les milieux de la Terre des doses suffisantes d'informations perturbatrices pour que tout le reste de la documentation rétrospectivement accumulée apparaisse aux yeux des techniciens et des profanes comme manquant de valeur probatoire, la dépréciant en somme. D'où, ça c'est l'effet Peña, je pense.
Ça, entre autres, mais c'est très intéressant, notamment de voir les mots utilisés et, j'allais dire, la déontologie et le respect vis-à-vis d'une race humanoïde autre que la leur, en l'occurrence, avec le degré d'évolution et de conscience qu'ils ont. Et pour ma part, ça n'engage que moi, le degré de conscience se reflète à travers leurs propos. Et au même titre qu'on voit la catastrophe que certaines civilisations européennes ont eue sur des peuples premiers, aborigènes, en Australie, en Amérique du Sud ou du Nord d'ailleurs, en Afrique ou en Asie, là le respect, quitte à ce que l'hypothèse de leur réalité puisse totalement être effacée pour nous laisser maîtres de notre destinée et grandir avec nos erreurs s'il est nécessaire, mais qu'on puisse évoluer par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Il y a aussi des passages qui sont importants comme ça. J'avais notamment... voilà ce qu'ils nous disent. C'est difficile à comprendre, mais la solution à vos maux ne passe pas par l'écoute de messages messianiques procédant d'humains, d'autres astres froids que vous appelez extraterrestres. Votre mythification de nos civilisations lointaines est fallacieuse et dangereuse. Absolument, on ne doit pas passer sous domination, et c'est pour ça qu'ils prennent grand soin à mettre notamment des informations fausses. Alors c'est à usage filtrant, comme ils disent, parce que nous devons pas absorber leur prose comme ça, mais vérifier et faire notre propre chemin à l'intérieur de ça. C'est la raison pour laquelle nous et d'autres êtres qui sommes arrivés à vous explorer, nous passerons dans vos cieux. Alors je cite juste ça, et vous l'avez mis en gras, pour dire que, parce que c'est vrai que ceux et celles qui nous écoutent disent, bon alors, ils sont les seuls, il n'y en a pas d'autres dans le coin? Bah si, et pas qu'un peu. Donc, à travers cette phrase, on peut envisager qu'il y a d'autres entités biologiques qui nous visitent, peut-être des alliances, voire des oppositions entre ces différentes races extraterrestres. Je continue à lire certains passages que vous avez écrits, Stone. C'est à vous qu'il revient de résoudre solidairement les problèmes aigus qui vous torturent. Calquer notre modèle de société ou celui d'une autre civilisation exobiotique provoquerait seulement des troubles plus violents, des déséquilibres catastrophiques plus déstabilisants que ceux dont vous souffrez aujourd'hui. Je continue à travers ces quelques passages. Oui, c'est pour ça qu'ils disent que nous ne sommes pas encore prêts à pouvoir intégrer la révélation d'existence extraterrestre sans provoquer le chaos dans le réseau social terrestre. Croyez-nous, nous disent-ils, nous ne pouvons pas non plus violer ce principe moral. On ne peut jamais imposer le bien par la force, seulement par les armes de la conviction. Les mutations sont provoquées sur les chaînes de nucléotides, mais aussi en suivant les modèles d'acceptation ou de rejet contrôlés par l'information contenue dans l'âme collective. C'est pour ça qu'en nous informant, indirectement, ils informent notre âme collective, parce que notre société ne peut évoluer que si cette âme collective évolue en fonction de ça. Si la masse rejette un principe, que l'esprit, on ne peut pas l'injecter de l'extérieur, il faut passer par l'être humain qui l'injecte à l'esprit collectif, qui le compute, qui le renvoie. Sinon, ça ne marche pas. C'est vraiment pour infuser. Hein. Toute la somme de souffrances que vous expérimentez part de cette réalité biogénétique, et ni les grands discours, ni les merveilleux modèles pour vous d'être exobiotiques comme nous, ne pourraient convenir à une humanité qui jouit encore de torturer des êtres sans défense, tuant des frères pour des raisons idéologiques, économiques ou par pur plaisir psychopathologique. Il n'existe pas pour vous d'autre thérapie que l'action sur l'âme groupe. Très important. Il le répète, il n'existe pas pour vous d'autre thérapie que l'action sur votre esprit collectif. Des périodes historiques sombres pour l'humanité s'approchent. Cela n'ira pas jusqu'à provoquer la fin de l'espèce de l'Homo sapiens sapiens, mais vous subissez une étape régressive aux conséquences graves. Donc ça, il l'indique déjà depuis les années 70. C'est pas je vais vous dire la lettre en question, laquelle c'est.
C'est la D171. Je ne me souviens plus la date, mais enfin, il nous répète ça depuis longtemps, que nous sommes dans une phase régressive, et à chaque fois, il nous indique que ça ne s'arrange pas. Donc, on rappelle la situation déjà peut-être financière actuelle, parce que c'est quelque chose pour vous qui a été important à mettre. Alors, succinctement, ça fait peut-être quelques pages, hein, au cas où certains parmi vous n'auraient pas encore conscience de ce qui nous enchaîne et de la manière dont le complexe banquier et financier a imputé avec les crédits des subprimes, des CDS, CDO, toutes ces armes de destruction massive ont pu nous enchaîner à une dette toujours plus grande et à nous asservir par la dette auprès de ces instances de pouvoir, hein, puisque bien entendu aujourd'hui concrètement ceux qui ont une incidence directe sur les matières premières et qui jouent en bourse avec du trading haute fréquence, hein, qui jouent au casino, et bien c'est toujours c'est même alors peut-être pour ceux qui découvrent cette émission de dire ah ben j'étais pas vraiment au courant. On peut faire un rapide résumé. Déjà, je montre dans le livre, dans un chapitre, dans le parcours que je vous propose pour arriver à cet avertissement, je montre dans un chapitre qui s'appelle l'île des petits galets roses. Comment fonctionne la monnaie, qui crée la monnaie, on croit que c'est l'État, mais non, c'est pas l'État, c'est le système bancaire privé, et grâce à cette contrôle de la monnaie, il contrôle complètement les économies, et je montre que les 40 dernières crises économiques, je suis remonté à 1720, 1637. 1637, depuis 1637, on a eu 40 crises économiques et que, à chaque fois, qu'est-ce qui provoque ces crises économiques? Ce sont des crises bancaires et des crises financières. À chaque fois. Sauf que les gens oublient que ce sont des crises bancaires et financières et on parle de crises économiques, y compris la crise de 29, qui est soi-disant, qui est pour l'instant la plus grande crise, mais on va pas savoir que c'est celle de 2008 et celle qui va arriver, qui va être la plus grande crise. Et à chaque fois, ça provoque la misère, le chômage, la précarité, des morts en pagaille. Ce sont toujours des crises bancaires. Sauf que tout ça, effectivement, on ne vous le dira pas à la télévision. Hein, on va pas vous dire ça. Mais si vous étudiez un petit peu l'histoire économique, puisque c'est ma seconde passion, c'était l'économie et l'économie financière en particulier. Moi, j'ai vu arriver la crise de 2008, je n'étais pas le seul, hein. Et donc j'ai pris certaines précautions d'ailleurs par rapport à ça. Mais c'est évident que vu ce qui s'est passé depuis 2008, rien n'a été fait. La législation, je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle The Big Short, produit par Brad Pitt. Oui, très bien. Par Brad Pitt. Il explique à la fin, il en fait un gag, quand il dit, mais alors depuis, les autorités ont légiféré, il y a eu des lois qui ont été faites, etc. Puis on entend tout le monde, il y a des gens qui ont été en prison, les banquiers ont été en prison, puis un bruit de vitres brisées, puis il dit, non, je déconne. Rien n'a été fait. Non seulement rien n'a été fait, mais la machine s'est emballée encore plus, on a créé encore plus de produits toxiques qui portent d'autres noms que les subprimes. Et ce qu'on sait, c'est que l'endettement mondial a encore augmenté. La machine est devenue complètement folle. Donc ça ne peut aller que dans un truc, on va droit vers l'iceberg, si vous voulez. Et moi, je le sais depuis longtemps. Et quand il y a eu cette révélation en 2015 sur l'effondrement économique, bon, je n'ai pas été surpris par le fait que cet effondrement aura lieu. Ça me semble absolument obligatoire, mais j'ai été surpris par les conséquences. Je n'avais pas bien vu les conséquences que ça pouvait avoir. Alors, vous faites mention notamment de cette rencontre en 1910 sur l'île de la Jekyll Island. Alors, c'est marrant, toujours pareil, hein, tous les plus grands banquiers, notamment la JP Morgan, entre autres. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ne serait-ce que le nom de l'île, Jekyll, Mr. Hyde. Jekyll Island. Ouais. Non, mais c'est incroyable parce que je connais cette histoire de Jekyll Island depuis très très longtemps, mais je me dis, tiens, oui, c'est vrai, Mr. Hyde, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et donc, cette île a été baptisée parce que venait de sortir le roman de Stevenson, L'incroyable affaire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est quand même le bien et le mal aux prises dans le même corps. C'était une île qui appartenait à des familles milliardaires qui possédaient 46% de la richesse mondiale dans les années début du siècle du XXe.
Et puis ça a été ensuite, ils en ont fait un club privé, l'île faisait partie des biens de JP Morgan, et suite à une crise bancaire qui déclenche une crise économique, le gouvernement américain décide de se doter d'une loi qui va interdire les cartels bancaires. Et donc, JP Morgan réunit les 7 plus gros banquiers du monde en catimini parce qu'il ne fallait surtout pas qu'un journaliste découvre que les 7 plus gros banquiers s'étaient réunis. Donc il les fait venir à New York, ils embarquent tous en catimini sous des faux noms dans son train privé, ils voyagent toute la nuit pour aller sur les côtes de Géorgie, où se situe l'île de Jekyll Island. Et pendant 7 jours, ils vont rester enfermés dans cette île pour créer la loi. Donc des banquiers créent la loi qui doit prémunir l'État américain des cartels bancaires. Donc voilà, et ça crée, cette loi s'appelle le Federal Reserve Act, qui a été votée pas la première fois, mais la seconde fois, sous la direction d'un démocrate qui devait tout au système bancaire, son élection au système bancaire, qui s'appelait Woodrow Wilson. Et donc, il s'en est voulu d'avoir fait ça. Il s'en est voulu, dans le livre, je cite des ouais. déclarations qui sont absolument accablantes pour la Fed et pour les gens qui gèrent la Fed, de Woodrow Wilson, d'autres personnages absolument primordiaux dans l'histoire des États-Unis, des présidents, et notamment aussi de Thomas McFadden. Oui, alors justement, j'aimerais juste oui, il faut le lire, ça. faire mention de ça parce que c'est... le discours qu'il a fait, donc... Voilà. Donc, discours de McFadden, qui est un banquier en 1929, au banquier membre du Congrès Louis T. McFadden, fait un célèbre discours devant la Chambre des représentants. Voilà ce qu'il nous dit. Monsieur le Président, nous avons dans ce pays une des institutions les plus corrompues qui ait jamais existé dans le monde. Je fais référence au Conseil de la Réserve fédérale et aux banques de la Réserve fédérale. Les déprédations et les iniquités du Conseil de la Réserve fédérale et des banques de la Réserve fédérale, agissant ensemble, ont coûté à ce pays assez de monnaie pour payer plusieurs fois la dette nationale. Cette institution diabolique a appauvri et ruiné le peuple des États-Unis. C'est elle-même mise en banqueroute et a pratiquement mis en banqueroute notre gouvernement. Elle a fait ceci grâce, donc apparemment voulu, au défaut de la loi sous laquelle elle opère, grâce à la mauvaise administration de cette loi par le Conseil de la Réserve fédérale et grâce aux pratiques de corruption des vautours qui la contrôlent. Ce qu'il faut ici est un retour à la Constitution des États-Unis. J'ai l'impression d'entendre un prétendant là. Oui. Et tu as vu la date? Ouais. C'est pas nouveau. Oui, la vieille lutte qui fut menée ici à l'époque de Jackson doit être à nouveau menée. L'acte de la Réserve fédérale doit être abrogé et les banques de la Réserve fédérale, ayant violé leur charte, doivent être immédiatement liquidées. D'infidèles fonctionnaires du gouvernement qui ont violé leur serment doivent être mis en accusation et amenés au tribunal. À moins que nous le fassions, je prédis que le peuple américain, outragé, volé, pillé, insulté et trahi, comme il l'est dans son propre pays, se mettra en colère et on verra ici un président qui expulsera du temple les manipulateurs de la monnaie. Ça, c'est donc ce que nous dit McFadden, et je vous lui donne un La suite est intéressante, ce qui lui est arrivé à McFadden. Contrairement aux vœux pieux de McFadden, le peuple américain outragé, volé, pillé, insulté et trahi ne s'est jamais mis en colère pour ça. Parce qu'il n'a jamais su. Comment l'aurait-il pu, puisque, comme tous les autres peuples, il est tenu dans l'ignorance la plus totale de ce qui se trame dans son dos, ou plutôt sur son dos. Le plus curieux, c'est qu'on apprend dans ce discours que cette institution diabolique a, dans le même élan débile, ruiné le peuple américain, le gouvernement, mais s'est ruiné elle-même. C'est-à-dire que ceux qui dirigent ce grand bazar bancaire sont tellement cupides que ça les rend stupides, et ça rime en plus. Alors ça, c'est ce que vous dites. Oui, et il a été cible de plusieurs tentatives de meurtre par balle. Puis il sera sauvé de justesse d'une tentative d'empoisonnement lors d'un banquet, et il finira par mourir bêtement d'une crise cardiaque très soudaine, suspectée d'être encore due à un empoisonnement. Mais qui donc aurait bien pu en vouloir à la vie de ce pauvre homme avec un tel acharnement. Voilà. Alors bon, là c'est ce que vous dites sur je redonne ça, la c'est phrase. Historique, hein. Oui. C'est pas du complotisme. Tous les documents sont disponibles à qui veut les chercher. Hein. Je redonne juste la phrase que vous donniez au moment où vous avez écrit le livre, et on en reviendra tout à l'heure à savoir si vous êtes toujours d'accord avec celle-là. Gardez-la en mémoire. C'est-à-dire que ceux qui dirigent ce grand bazar bancaire sont tellement cupides que ça les rend stupides.
Est-ce que c'est vraiment le cas? On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, j'aimerais juste faire part de ce que nous disent, eux, l'analyse des UMIT concernant notre système gouvernemental, s'il en est. Où est-ce que j'en étais? Voilà, j'arrive. Je cite. Lettre 01 envoyée justement à M. Fariol, Raphaël, en 1987. Déjà, en 1987. De cette manière, ce que vous appelez la démocratie est en réalité une oligo-dictature dans laquelle vos frères pertinents, grâce à la clé de leur centre de pouvoir respectif, exercent le contrôle effectif de l'État en manipulant comme des marionnettes par l'intermédiaire de puissants moyens de diffusion dont la fonction est, non d'informer, mais de suggestionner les masses et d'immenses segments de la population incapables d'exercer un droit de vote réellement libre, responsable et illustré par une documentation informative viable. Nous nous en serions doutés, mais alors ça c'est vous qui le dites, hein. Voilà, je fais aussi une parenthèse, je continue donc la lettre. Les partis politiques sont ainsi convertis en puissantes centrales au service des puissants et des grandes nations décidantes. Leurs affiliés de base ignorent les très complexes trames de contrôle qui s'exercent sur leurs dirigeants, quelquefois faibles et d'autres fois corrompus, les multinationales omniprésentes, les chancelleries d'autres États et par-dessus tout, le cabinet qui gouverne les États-Unis d'Amérique du Nord, dont les consignes doivent être obéies par leurs pays satellites avec la seule limitation de présenter une fausse image de souveraineté minimale. Ils imposent une politique monétariste qui, bien qu'elle restreigne la tendance inflationniste de chaque pays, génère des augmentations dramatiques dans les indices de chômage ouvrier et des injustices sociales blessantes. Bon, déjà en 1987, hein, et on était loin de la conscience qui nous anime tous aujourd'hui. Voilà ce que nous disaient les UMIT. Alors, donc c'était une petite synthèse, et puis vous avez bien choisi les passages, les citations pour ceux qui n'auraient pas encore conscience un petit peu du monde dans lequel on vit, redonner du sens à l'argent dette, hein, qui nous enchaîne et sur la manière dont l'information avec cette oligarchie est totalement manipulée, suggestionnée, comme disent les UMIT. Et alors, donc, je raconte la petite histoire de l'île des Petits Galets Roses, où je pense qu'on comprend très bien comment se fabrique la monnaie et pourquoi ça devrait être le peuple qui la fabrique et pas les banques privées. Alors on en vient à l'avertissement, parce que comment il est apparu cet avertissement, c'est ça qui est très intéressant, via Twitter. Alors là aussi, entre les lettres postales et puis le fait de passer sur Twitter, là il y a deux univers. On pourrait se dire, oui mais aujourd'hui, avec Internet, on est capable de nous retracer, de nous espionner, on a nos webcams, etc. On peut rien qu'on ait sûr, ou alors il faut passer par Tor, le Darknet, etc. Comment des UMIT utiliseraient de surcroît Twitter? Alors, bon. Alors ils nous disent, on a un assez bon contrôle de votre réseau Internet. Vous en avez eu la preuve, vous au sein de Science. Pas au sein du mot science. Oui, enfin oui. Alors, j'entends vous personnellement, oui. Mais puisque vous êtes science, voilà, j'ai fait un raccourci. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu le truc. Bon, il s'est avéré que je ne pouvais pas le révéler à l'époque où j'ai écrit le livre. L'autorisation venait d'être donnée aux groupes secrets qui ont reçu des lettres depuis les années 66 de partager leur expérience. Vous en faites partie de ces groupes J'ai fait partie d'un de ces groupes qui s'est créé sur le tard, qui s'est créé à partir de 2012, à partir d'un petit groupe espagnol, et j'ai été coopté après pour faire partie de ce groupe. Et nous avons reçu 11 lettres qui viennent de finir d'être diffusées. Voilà. Donc je ne pouvais pas en parler dans le livre parce qu'il fallait l'autorisation venait d'être donnée. Nous, ayant reçu ces lettres, nous étions déjà au courant de certaines choses qui étaient annoncées sur Twitter, déjà, dans les lettres. Il y a des correspondances qui s'auto-valident. Et le fait est que les tweets répondaient des fois à des questions que nous posions sur nos courriers mail privés. Comment ? Histoire de tester, c'est-à-dire... Alors au départ, nous étions très
Sceptique, parce que, bon, oui. C'est ce que je dis à chaque fois, résistance au changement, pour nous, le dossier humide, c'était des lettres envoyées par la poste, donc Twitter, c'était pas possible, et j'avoue que, bon, voilà, on a une réaction humaine. On a commencé à lire ces tweets, il y a un premier compte qui s'est ouvert qui s'appelait Oaxibo6. Oui, en juin 2012. Voilà, c'était une signature d'une des lettres. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Et en juin 2012, il y avait très peu de flux. À ce moment-là, il y avait une réponse. C'était eux-mêmes qui postaient des informations, mais il n'y avait pas d'interaction. Puis les interactions ont commencé à évoluer. Il y avait de plus en plus d'abonnés. C'était au départ un compte Twitter avec libre, ouvert. Et en 2014, il me semble. Vous voyez, moi-même j'oublie les dates. Il y a une personne qui... oui, c'est ça, en octobre 2014, une personne qui prévient le gestionnaire, alors là, du coup, du site Humoscience, donc pas confondre avec le groupe qui a reçu des lettres secrètes, qu'un personnage qui s'appelle Oaxibo6 a ouvert un compte et qui se prétend humide et que ce qu'il dit c'est intéressant, on pourrait aller voir. Donc nous, on va voir à partir de 2014. Et là, bon, on n'y croit pas tout de suite, on ne teste pas tout de suite. Et puis, on se rend compte quand même que la personne connaît très très bien le dossier, quoi. Mais vraiment très bien, qui complète des données qui étaient données dans les lettres de 68. Et ça, c'est pas de 66, c'est pas donné à n'importe qui. Et puis, une personne du groupe, un Espagnol, commence à dire, ben voilà, je vais poser des questions sur notre groupe. Donc, on avait une liste mail privée, qui était avec code, etc., qui était absolument accessible à personne d'autre, qui n'avait aucun point de repère Humo, il n'y avait pas écrit Humo, etc. Donc, parmi les millions et les milliards de comptes, je vais poser 3 questions. Question 1, question B, question C. Mais la C, je ne vais pas la poser sur Twitter. Je vous la pose sur notre compte privé. Je poserai que les 2 premières et je mettrai un tiret sur la 3e. Et sur Twitter, il posait les 2 premières questions, il mettait un tiret sur la 3e. Et on avait la réponse sur les 3. D'accord. C'est-à-dire que les gens qui répondaient sur Twitter lisaient nos mails privés. Donc déjà, alors ça, on s'est dit, bon, déjà, c'est pas... Ils connaissent le dossier. Secret, espionnage... Voilà, alors c'est au moins la NSA, etc. Mais pourquoi on est sur la liste Humoscience, allez, on est 200 Pékin, il y en a 15, 20 peut-être qui interagissent vraiment, les autres sont plutôt à l'écoute. Notre groupe, bon, je dis pas, mais c'est moins de 20 personnes. Qu'est-ce que la NSA va venir écouter nos mails sur un truc qui n'existe pas. Donc déjà, c'était un peu troublant. Et ensuite, il y a un des membres de ce groupe qui a reçu des lettres, qui a reçu une lettre écrite en français qui est classifiée sous les NR, nos références, NR20. Il a reçu la NR20. Et avant de diffuser sa lettre, il a pris le soin de changer un mot entre la lettre originale et la lettre qui est diffusée sur le site internet Humoscience. Un seul mot. Il avait fait ça comme plan anti-Peña, en disant, tiens, si un type un jour dit, ah, c'est moi qui l'ai écrit, je dirais, d'accord, mon gars, quel est le mot que j'ai changé? Voilà. Donc, si c'est lui qui a écrit, il doit savoir connaître le mot. Et d'ailleurs, je raconte toujours cette histoire, mais je trouve ça assez drôle. Il bien lui en a pris parce que un de ses collègues du bureau, un jour, il lui avait raconté ça. Il lui dit, mais c'est moi qui t'ai écrit la lettre. Je t'ai bien eu. Alors, il dit, ah bah oui, d'accord. Alors, donne-moi le mot que j'ai changé. Alors, l'autre, il fait, ah non, c'est toi qui m'as eu. Bon. Et donc, il s'est servi de ce plan anti-Peña pour valider le compte Twitter en posant la question à Oaxibo6 en disant quel est le mot que j'ai changé dans la NR20. Et donc, Oaxibo6, d'une façon intelligente, lui a donné le mot en question qui avait été changé. Donc, ça veut dire que les personnes qui avaient ouvert ce compte connaissaient parfaitement le dossier, avaient connaissance de nos mails, connaissaient le mot de validation de la NR20. Le NR20 a été validé sur les anciennes lettres et nos lettres ont été validées par un sceau secret qui était détenu par Raphaël Fariols, celui qui avait racheté les lettres et qui datait de 1996. Donc les données sont auto-validantes dans tous les sens. On va dire qu'il y avait plusieurs pare-feux et que tous les pare-feux ont mis en avant qu'il n'y a pas de cheval de Troie, que les personnes comptes Twitter, pour moi et pour nous, pour le groupe, sont de source unique, la même source qui a écrit les anciennes lettres. Pour ceux qui découvrent le sujet, on pourrait dire, enfin Twitter, qu'est-ce qu'on peut partager sur Twitter? Coucou, bonjour, au revoir, merci. Oui, alors, ils se sont affranchis, parce que c'est 144 caractères. Donc les communications humides de Twitter se sont affranchis de cette limitation en prenant des photos d'écran de texte. Donc on a des textes beaucoup plus longs,
c'est très simple. Hein. Et nous, pareil, à un moment donné, on posait des questions en prenant des photos de texte avec plein de questions. Ils répondaient en modifiant la photo. Et après, au bout d'un moment, ils ont fini par... au début, on pouvait envoyer des messages privés. Et les comptes étaient ouverts. Et puis, à un moment donné, ils ont stoppé. Ils ont bloqué le compte à 144 abonnés. Et 144, c'est 12 puissance 2, puisque les... Bon, ça semble logique, même si c'est anecdotique, compte en système duodécimal, donc à base 12. C'est comme si nous nous étions arrêtés à 10 puissance 2, 100 abonnés. Ils sont arrêtés à 12 puissance 2. Et donc il y a 2 comptes actuellement qui continuent à communiquer. La dernière communication, c'est hier ou avant-hier, qui nous donnent des informations. Ils répondent à très peu de questions. À mon avis, tout ça, c'est paramétré très très précisément. Ils ont vu que l'annonce de l'effondrement et des guerres civiles généralisées qui conduiraient à une dictature bancaire militarisée avait semé pas mal d'angoisse parmi les gens. Il y a des gens qui ont un peu pété les plombs. C'est vrai que c'est très anxiogène. Avant qu'ils nous donnent la solution pour essayer de réduire les conséquences. On va aborder ça de suite. Et donc ces 2 comptes, c'est, je le cite comme ça, c'est Humo, 2OMO, la version anglaise de Humo, Toa, histoire d'Humo, et Oyaga Ayuisa, réseau social terrestre, qui sont des comptes fermés, mais tout ce qui est émis sur ces comptes sont reproduits sur humo-science au pluriel.org, pratiquement en direct. Donc, même si vous n'êtes pas abonné à ces 2 comptes, vous pouvez suivre sur le site Humo Science. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que concernant le collapse économique avec guerre civile généralisée, le sujet est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Tout à fait. Genre, d'une manière un peu anodine. Hein. Alors, tout commence par une question posée le 21 mai 2015 sur le compte OAI. OAI, c'est Oyaga Ayuisa, réseau social terrestre. Suite aux échanges, nous étions arrivés à la conclusion que le groupe expéditionnaire humide ne comportait que deux membres à cette époque. Mais nous nous trompions. Alors, qu'on parle de groupe expéditionnaire, c'est-à-dire que depuis 1900, depuis qu'ils sont arrivés sur Terre, 50. Oui, on a donc dit qu'au tout début qu'ils étaient 6 membres d'expédition. Et ça a fluctué comme ça tout au long des années. Des groupes ont changé, normal. Hein, il reste 18 mois en général sur Terre. 18 mois ? Oui. Ça va, ils n'ont pas été trop contaminés ? Si. Alors ils disent qu'il y a 2 cas, bon, pour l'anecdote, il y en a un, quand il est arrivé sur Terre, il a tellement été horrifié par les conditions de vie, la misère, que des gens meurent de faim, etc., alors que d'autres ont tous les moyens, qu'il n'a pas supporté. Ils ont été obligés de le rapatrier chez lui avant la fin de sa mission. Et qu'il y en a un autre qui était tellement passionné par cette créativité, par cette planète, et les formes de vie, etc., qu'il ne voulait plus repartir. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir qu'une société presque parfaite, d'un certain point de vue, hein, oui, d'un certain point de vue, bien évidemment, trouve chez l'être humain un côté fascinant de voir tous les paradoxes et la richesse de cette humanité où il y a de très grandes sagesses qui sont émises, des Martin Luther King, des Gandhi, bien sûr. Et puis de l'autre côté, des psychopathes qui jouissent à torturer les gens. Mais au même titre qu'un ethnologue pourrait être passionné par visiter la civilisation maya, être passionné par cette richesse quand même, et tout en étant horrifié par les sacrifices humains, etc. Alors qu'est-ce qui au regard des lettres, des rapports, qu'est-ce qui les fascine le plus chez l'être humain que peut-être eux n'ont pas forcément en tant que civilisation ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort ? Oui, alors ils parlent de notre créativité artistique, notamment en musique, puisque eux ont développé très peu les arts musicaux notamment, et picturaux, parce que leur évolution les a conduits à pouvoir se passer de représentations graphiques manuelles par des technologies. Et le seul art dont ils disposent, ils ont un odorat très très développé, meilleur que nos meilleurs des chiens. Et donc ils ont un art des parfums, ils prennent des bains de vapeur parfumée, et il y a un art des parfums qui est enseigné et qui est entretenu, mais ils disent qu'ils apprécient notre musique, mais je pense que des fois ils le font pour, pas nous flatter, mais nous dire, bon, on considère que vous êtes quand même, des fois vous êtes des horribles individus, mais vous avez quand même des bons côtés. Ouais. Alors peut-être qu'il y a une réelle admiration sur notre art musical, et pictural. Donc
jusqu'à il y a peut-être encore peu de temps, les corps expéditionnaires, donc le nombre d'humides qui venaient sur Terre à chaque expédition, était d'un certain nombre. Oui. Et ils avaient mentionné dans un de leurs rapports que s'ils dépassaient un certain seuil, je crois que c'était 120 ou 160, je ne sais plus, Alors, c'était que là, il y avait danger pour il disait la pas planète. ça exactement. Alors, je vous laisse développer. Ouais. Dans les années, donc pendant la guerre froide, Ouais. effectivement, le risque principal, c'était l'holocauste nucléaire. Et donc, au départ, ils le disent dans une dernière lettre, ils avaient pris contact avec le gouvernement américain en leur disant il faut détruire votre arsenal. Et c'est pour ça qu'ils ont été considérés par les Américains comme des intermédiaires non fiables, parce que les Américains disaient mais on est en pleine guerre froide, on ne va pas détruire notre. Donc, ils ont préféré faire des accords avec d'autres ethnies extraterrestres qu'avec les Humides, qui leur disaient nous, on ne vous donnera pas de technologie parce que vous allez en faire des armes, on peut vous aider sur le chemin spirituel. Et détruisez, mais à condition que vous détruisez votre armement nucléaire. Donc les militaires américains ont dit, voilà, vous virez, nous on va signer le contrat avec ceux qui nous promettent de la technologie en échange de territoire. Bon. Et donc, ouais, et donc, j'ai perdu le fil de ta question. Les expéditionnaires, le nombre. Alors les expéditionnaires, ça a fluctué. Il y a des moments où ils ont complètement quitté la Terre, quand il y avait des risques de guerre, notamment lors de l'affaire du canal de Suez, guerre du Kippour, etc. Ils ont quitté provisoirement la Terre, puis ils sont revenus. Mais en général, on pense qu'ils étaient une dizaine en moyenne, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Et donc dans une lettre, ils nous disent s'il doit y avoir un holocauste nucléaire, nous interviendrons. C'est le seul cas où nos lois morales nous permettraient d'intervenir pour éviter votre disparition en tant qu'ethnie planétaire. Sinon, on n'interviendra pas. Et donc, il suffirait qu'il y ait 18 fois le nombre d'expéditionnaires présents sur Terre actuellement pour mettre à genoux n'importe quelle de vos nations terrestres. Donc, ce qui équivaut à combien de... Si on pensait qu'ils étaient 10 en moyenne, 18 fois 10, ça fait 180. Donc, avec 180, ils peuvent mettre à genoux n'importe quel État, y compris les mieux armés, donc les Américains, les États-Unis. Et donc, suite à une question comme ça, parce qu'on pensait qu'ils étaient que 2, quelqu'un pose la question, ah, mais vous n'êtes que 2 actuellement, réduction de budget. Et leur réponse... Nous avons récemment atteint le chiffre de 180 000... 180 homo sur la Terre, 108 enquêtes et 72 effectuent d'autres tâches. Donc là, forcément, suite à cette réponse, vient... Attends, mais il avait déjà dit... 180, c'est énorme, ils n'ont jamais été autant. Oui, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils soient autant? Ah oui, ils en avaient fait référence en disant si jamais il y avait un problème, ils seraient... Donc ça commence là-dessus. Et donc... On leur pose la question, mais alors pourquoi si nombreux, quelque chose se prépare? Voilà, réponse. Effondrement de l'économie globale entre 2019 et 2022, guerre civile mondialisée. Point. Voilà. Et là, tout le monde, on se dit, quoi? Ils nous balancent ça comme ça. Et je pense que c'était un test pour voir combien de temps mettrait cette choc à s'atténuer. Déjà, comment nous, petit groupe, échantillons, je pense qu'ils l'ont pas conçu au hasard. C'est représentatif, je pense. Comment nous allions encaisser le choc, etc. Et c'est pour ça que après ça a mis. Des fois, ils ont laissé beaucoup de temps avant leur réponse. Voilà, donc ils nous balancent ça comme ça. Alors, bien entendu, la suite des questions. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Combien de femmes et d'hommes, distribution par âge, ligne principale d'investigation de votre équipe? Réponse. Nous nous concentrons principalement actuellement sur l'objectif de contrôler, de contrecarrer les transactions financières à haute fréquence pour limiter l'emballement du marché boursier. Donc déjà, on pourrait croire qu'il y a un impact de leur part. L'urgence, c'était que le système ne collapse pas tout seul. Parce qu'il y a déjà eu ce qu'on appelle des flash crash. C'est-à-dire que maintenant, les opérateurs humains sont complètement dépassés par les événements en bourse. Les marchés, j'en ai vu qu'on parle, sont complètement manipulés par les grosses mains. C'est absolument évident. Tous ceux qui sont spécialistes de ce milieu savent que les marchés sont manipulés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent la tendance, ils suivent ces fameuses grosses mains. Et donc maintenant, les échanges sont faits par des algorithmes, donc des ordinateurs, qui font des milliers de transactions achat-vente par seconde, et ils gagnent extrêmement peu, mais très souvent. Ils jouent sur des micro-fluctuations.
Voilà. Et donc, le problème, c'est quand il y a un paramètre qui n'est pas intégré par les algorithmes, qui sont un peu pareils partout, d'un seul coup, les machines se mettent tous à vendre, par exemple. C'est des bugs, des bugs logiciels qu'on peut avoir dans les avions, dans les systèmes un peu complexes, qui peuvent construire des catastrophes. On a déjà eu plusieurs exemples de flash crash, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, les valeurs sur une bourse particulière va perdre 20%. Alors, dans ce cas-là, les transactions sont stoppées, et puis la bourse réouvre une heure après ou le lendemain, on stoppe les transactions. Mais là, ce dont il parle, c'est d'un flash crash systémique global. Et là, si toutes les bourses crashent en même temps, ça provoque un effondrement tout de suite. Or, pour l'instant... Ils font en sorte quelque part de le ralentir. Voilà, d'éviter ça, parce qu'ils savent que de toute façon, ça va arriver, mais plus tard, le temps qu'on se prépare. Ouais. Alors, j'imagine que vous savez ou avoir déjà entendu Pierre Joannet qui vous dire... Le collapse, comment le traverser? C'est pas compliqué. Maison de campagne, être autonomie en eau, avoir le puits, énergie, autonomie, bien entendu, et puis de quoi manger, des stocks. Mais c'est une question de simple bon sens. Je veux dire, Jovanovic n'a pas lu Lettres humides. Moi, j'ai un peu entendu Jovanovic, mais pas en détail. Et c'est du simple bon sens. Il y a 2008, c'est que le début du phénomène. Alors, on va apprendre après que non seulement ce truc est inévitable, mais qu'il est programmé. Il va arriver un collapse bancaire pour pouvoir, et moi je pense que là on va peut-être parler d'ethnie étrangère, instaurer le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un seul gouvernement dans tout le monde entier, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre le pouvoir quand on n'a qu'un gouvernement que quand il faut négocier avec... Et donc, la seule façon de faire ça, ces forces qui sont à l'œuvre, qui sont les forces du système financier de longue date, et bancaires, sont opportunistes. Ils savent profiter d'un moindre opportunité d'affermir leur pouvoir. Et c'est là où on abordera la troisième partie. Juste pour finir cette deuxième partie, réponse à travers la question-réponse suite à cette annonce de ce pavé dans la mare. Réponse des humites. Nous volons les voleurs et nous leur faisons savoir qu'il existe un opérateur invisible capable de contester leurs actions. Voilà, et on se retrouve tout de suite dans la troisième partie.